Un soir, Ramanujan reçut chez lui Prasanta Chandra Mahalanobis, un collègue alors étudiant à Cambridge. Mahalanobis lui posa le problème suivant. Imaginez une rue avec des maisons numérotées dans l'ordre avec les antinaturels. On suppose que la rue contient entre 50 et 500 maisons et qu'il existe une maison telle que la somme des numéros à gauche de la maison est égale à la somme des numéros à droite. Combien y a-t-il de maisons ? Quand Mahalanobis avait fini de poser le problème, Ramanujan donna immédiatement une formule magique qui listait toutes les solutions du problème lorsque l'on oublie la contrainte selon laquelle il y a entre 50 et 500 maisons. N'hésitez pas à mettre pause et à essayer de résoudre ce problème par vous-même. Vous avez 5 secondes. Pour mettre pause, pas pour résoudre le problème. Enfin, je vous demande pas d'être Ramanujan. Comme vous l'imaginez, Mahalanobis tomba des nues et s'empressa de demander à Ramanujan comment il avait su résoudre ce problème aussi rapidement. Ramanujan répondit qu'il sentait que la solution pouvait s'écrire comme une fraction continue et il ne restait plus qu'à déterminer laquelle. Ça paraît simple, les maths. Sauf que si Ramanujan n'a mis que quelques secondes pour inventer sa solution du problème, il va me falloir 10 minutes pour la décrire. Et encore, je ne fais que la décrire. Pour la prouver vraiment, il faudrait des dizaines et des dizaines de pages de maths de très haut vol. Avant de commencer, parlons d'un autre génie, le grand Gauss, ou plutôt le petit Gauss. Quand il avait 8 ans, son prof de maths, qui en avait marre du brouhaha de sa classe, demanda à tous de calculer la somme des 100 premiers nombres. Selon la légende, quelques secondes plus tard, Gauss rendit son ardoise avec un seul nombre qui était la réponse du problème et aucun calcul intermédiaire. Et bien sûr, c'était la bonne réponse. L'astuce de Gauss était d'ajouter à la somme des 100 premiers nombres dans l'ordre croissant la somme des 100 premiers nombres dans l'ordre décroissant. En ajoutant terme à terme, Gauss se rendit compte que le résultat était une somme de 100 nombres tous égaux à 101. Et ça c'est 100 fois 101 qui fait 10 100. Sauf que 10 100 c'est 2 fois la somme des 100 premiers nombres. Du coup la somme des 100 premiers nombres est la moitié de 10 100, soit 5050. Plus généralement la somme des n premiers nombres est n fois n plus 1, le tout divisé par 2. Revenons-en aux maisons numérotées de Ramanujan. On va appeler n le nombre de maisons et m le numéro de la maison de Ramanujan. Dire que la somme des numéros à gauche est égale à celle des numéros à droite, ça revient à dire que la somme des numéros à gauche est la moitié de la somme de tous les numéros moins le numéro de la maison de Ramanujan. En utilisant le théorème du petit Gauss, on en vient à l'égalité m-1 fois m divisé par 2 est égal à la moitié de n fois n plus 1 divisé par 2 moins m. Et après quelques manipulations algébriques, on peut réécrire tout cela en 2n plus 1 divisé par m au carré est égal à 8 plus 1 sur m au carré. Si vous n'avez pas suivi toutes les étapes de calcul, ce n'est vraiment pas grave. Je suis allé très vite parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant dans ces calculs. Non, la difficulté et le génie de Ramanujan, c'est d'avoir su résoudre cette équation en un coup d'œil. Et surtout, c'est la manière dont il s'y est pris. La première astuce incroyable de Ramanujan, c'est de remarquer que la fraction 2n plus 1 divisé par m est un rationnel, mais à l'infini, quand n et m sont très grands, elle doit tendre vers une valeur très précise, à savoir la racine carrée de 8, parce que 1 sur m au carré va devenir très petit. Du coup, à l'infini, on a l'approximation 2n plus 1 divisé par m, à peu près égale à racine carrée de 8. Ok, mais ça a priori ça sert à rien. Il s'agit d'une bonne approximation de la fraction 2n plus 1 divisé par m quand n et m sont des très grandes solutions du problème, mais ça ne nous dit absolument rien sur les vraies valeurs de n et m dans le cas fini. A priori, l'utilisation de l'infini par Ramanujan nous éloigne du vrai problème à résoudre. A priori. Et là vient l'astuce de la mort qui tue. Ramanujan se met à écrire racine carrée de 8 comme une fraction continue, c'est-à-dire un nombre plus une fraction dont le dénominateur est un nombre plus une fraction dont le dénominateur est un nombre plus une fraction dont le dénominateur est un nombre plus une fraction dont le dénominateur est un nombre plus une fraction dont le dénominateur est un nombre plus une fraction dont le dénominateur est un nombre plus une fraction dont le dénominateur est un nombre plus. À la limite, on a une égalité entre racine carrée de 8 et la fraction continue. Et la beauté de cette égalité, c'est que si on a la flemme de faire la fraction continue jusqu'à l'infini, alors on obtient une approximation absolument remarquable de racine carrée de 8 par un nombre rationnel. Il reste toutefois une difficulté. Il y a plusieurs fractions continues qui sont capables de décrire racine carrée de 8. Laquelle choisir? Eh bien, pour choisir la bonne fraction continue, on peut s'inspirer des petites solutions du problème.
La solution la plus simple, en fait, je ne sais pas si vous y avez pensé, c'est le cas où n est égal à 1, auquel cas la maison de Ramanujan est m égale 1. En effet, la somme des numéros à gauche est alors 0, et la somme des numéros à droite est 0 aussi. Et oui, parce qu'ajouter rien du tout fait 0, un peu comme multiplier rien du tout fait 1. Or, si n est égal à 1 et m est égal à 1, alors 2n plus 1 divisé par m est égal à 3. Du coup, Ramanujan va chercher une fraction continue dont la première approximation est égale à 3. Et là, sa connaissance intime des fractions continues a dû lui souffler la bonne réponse. Il choisit la fraction continue. Racine carrée de 8 est égale à 3 moins 1 divisé par 6 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 moins 1 divisé par 6. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant avec cette fraction continue? Eh bien, Ramanujan choisit d'en étudier les approximations successives. La première, on l'a vu, c'est 3. La deuxième, c'est 3 moins 1 sixième, qui est égal à 17 sixièmes. Puis on a 3 moins 1 divisé par 6 moins 1 divisé par 6, qui est égal à 99 35e. Puis 3 moins 1 divisé par 6 moins 1 divisé par 6 moins 1 sixième, qui est égal à 577 204e, et ainsi de suite. Mais que faire de ces approximations successives? Eh bien, ces fractions successives représentent 2n plus 1 divisé par m. Du coup, le dénominateur devra être quelque chose comme m, et le numérateur quelque chose comme 2n plus 1. En particulier, on peut lire la valeur de m en lisant le dénominateur, et on peut retrouver la valeur de n en faisant le numérateur moins 1 divisé par 2. Et ceci nous donne des valeurs de n et m qui sont 1, 1, 8, 6, 49, 35, 288, 204, et ainsi de suite. Tiens, mais cette dernière solution, c'est pas celle qu'il nous faudrait par hasard? On a bien un nombre de maisons n qui est entre 50 et 500, et si on regarde la somme des numéros à gauche, on obtient m fois m-1 divisé par 2 qui est égal à 20 706, alors que si on regarde la somme de toutes les maisons moins la maison m, on obtient 41 412, qui est bien le double du résultat précédent. Incroyable! La méthode mystérieuse de Ramanujan nous a servi sur un plateau la solution du problème. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui s'est passé là, c'est complètement monstrueusement incroyable. Pour résoudre ce problème qui est parfaitement fini, plutôt que de chercher à bien le comprendre, Ramanujan est parti dans l'infini et dans des fractions continues. Il a donc étudié des cas qui n'existent pas, qui ne sont pas des cas qui correspondent à quoi que ce soit de fini, mais il a fini par en déduire toutes les solutions du problème. Et le plus incroyable, c'est que ça marche. Et le fait que ça marche, c'est quand même super troublant. Alors bien sûr, je n'ai pas prouvé que ça marche. Tout ce que j'ai fait dans cette vidéo, c'est que j'ai pris une des valeurs prédites par Ramanujan et j'ai vérifié qu'elle était effectivement solution du problème. Si vous voulez un peu plus loin, vous pouvez essayer plus de valeurs et vous constaterez que toutes les valeurs que vous testerez sont effectivement des solutions du problème. Et ça, c'est carrément l'attitude des mathématiciens qui avaient affaire à Ramanujan. Ils constataient que les équations qu'ils donnaient étaient justes, mais les mathématiciens de l'époque ne comprenaient pas pourquoi. L'intuition de Ramanujan n'avait rien à voir avec leur façon de penser. Cette intuition de Ramanujan, elle est déroutante et elle vaut vraiment de l'or. La dernière fois, on a parlé de la somme des entiers, le fait que cette somme était égale à moins 1/12, et Xam71R1 ainsi que Basto font la remarque que l'on peut réécrire la somme des entiers comme une somme de 1 au final. Or, la somme des 1 est égale à moins 1/2. Pourquoi est-ce que la somme des entiers serait égale à moins 1/12? Eh bien, le problème dans les raisonnements de Xam74R1 et Basto, c'est le fait que les sommes infinies divergentes sont non associatives. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de mettre des parenthèses et on est obligé d'ajouter la somme terme par terme dans le bon ordre. Todorox, Pierre Lacombe et Yoav Albrecht sont un petit peu intrigués par l'effet Casimir, n'y croient pas trop ou trouvent ça bizarre que l'énergie est négative. Alors il faut savoir que les calculs que j'ai faits, on peut les faire complètement différemment pour essayer de contourner un peu plus l'utilisation de la somme des entiers est égale à moins 1/12. C'est ce qu'a fait notamment Science Étonnante dans son super billet de blog sur l'effet Casimir. Parce qu'en fait, ce qui compte vraiment, ce qui a un effet prédictif, c'est pas l'énergie, parce qu'on peut pas mesurer l'énergie en tant que telle. On peut mesurer que des variations d'énergie, et cette variation d'énergie, en fait, elle s'exprime en tant que force. C'est ce que j'ai fait quand j'ai calculé la variation de l'énergie en fonction de la distance x entre les plaques. Et du coup, on peut imaginer qu'il y a deux plaques. Le fait qu'elles soient séparées d'une distance x fait qu'il y a une certaine énergie
qui est associée au vide entre les deux, qui va être négative. Mais si on rapproche les plaques, l'énergie va être encore plus négative, puisqu'on l'a en -1 sur X. Du coup, les plaques peuvent rentrer dans un état d'énergie moindre en se rapprochant. Et ça correspond à dire qu'il y a une force qui rapproche les deux plaques. Et le calcul de cette force, le calcul des variations de l'énergie, peut se faire en court-circuitant l'égalité somme des entiers égale -1/12, même si au final ça correspond vraiment à essayer d'enlever le terme divergent quand on fait le développement limité. Alexandre Girardin demande pourquoi est-ce que le fait que 0 égale 1 est un cataclysme des mathématiques, est-ce qu'on ne pourrait pas le prouver un jour? Alors pour vraiment répondre à la question d'Alexandre Girardin, il faudrait rentrer dans des formalismes qu'on appelle axiomatiques pour savoir vraiment de quoi on parle quand on parle de 0, de 1 et du signe égal. Tout cela c'est vraiment pas trivial, c'est vraiment pas simple. Et on finira par en parler dans cette série sur l'infini. Ce que je peux dire, c'est que dans toutes les théories classiques des mathématiques, 0 est différent de 1. Donc si on arrive à prouver que 0 est égal à 1 et que 0 est différent de 1, on a une vraie contradiction, on a quelque chose qui est forcément faux. Et le fait qu'on ait quelque chose qui est faux, ça implique qu'on peut prouver tout et n'importe quoi. Parce que c'est un petit peu bizarre, mais en logique, la phrase « si la France était championne d'Europe, alors les poules auraient des dents » est une phrase qui est parfaitement vraie. Parce qu'on sait que le prémisse, ce qui est juste après le si, est faux. Et le fait que ce qui est après le si est faux, ça implique que la phrase en tant que telle est vraie, indépendamment de ce qui vient après le alors. C'est assez perturbant et déroutant, mais c'est un truc qui est incroyablement fécond et qui a permis de prouver beaucoup de choses en mathématiques. Surtout l'alternative est très insatisfaisante. Bref, du coup si 0 est égal à 1, on peut tout prouver, tout est vrai, tout est faux, tout n'a rien ni queue ni tête. C'est pas très bon. Mouton B, lui, est très perturbé parce qu'au final, il a l'impression que j'ai pas vraiment donné de réponse à la question est-ce que l'égalité somme des entiers égale -1/12 est vraie ou non? Et est-ce que c'est vrai ou non? C'est une question difficile, c'est une question très intéressante aussi, c'est pour ça que cette égalité est aussi intrigante et aussi passionnante. C'est ce qui en fait sa beauté, c'est parce qu'elle n'est pas si clairement fausse, elle n'est pas si clairement vraie. C'est une question assez ouverte et en plus ça dépend du formalisme dans lequel on se place. Et ça on en parlera beaucoup bien sûr dans les épisodes à venir dans cette série sur l'infini. Enfin, Ricaten se fait remarquer que le fait que la somme des entiers égale -1/12 permet de prédire l'effet Casimir et du coup quelque chose qui est vrai, ne prouve pas que l'égalité somme des entiers égale -1/12 est vrai pour commencer. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais ce que je trouve très intéressant avec cette remarque, c'est qu'en fait c'est un procès qui a été fait à de nombreux concepts dans l'histoire des mathématiques, comme par exemple les nombres imaginaires. Les nombres imaginaires permettaient de résoudre des équations et ça donnait la bonne réponse à la fin, mais au milieu il y avait un truc bizarre qui était le nombre imaginaire. Du coup est-ce que c'est vrai quand même, est-ce que le nombre imaginaire est vrai? C'était une question difficile, et dans le cas des nombres imaginaires on a fini par prouver que ces nombres imaginaires étaient vrais, qu'ils existaient en un certain sens. Il y a eu un problème similaire mais avec une conclusion assez différente, ou en tout cas beaucoup plus compliquée, concernant les infinitésimaux de Leibniz. Leibniz, grâce aux infinitésimaux, a pu calculer plein de trucs, des trajectoires, des pommes et des planètes et tout ça, mais les infinitésimaux de Leibniz semblaient ne pas exister et il a été vivement critiqué, et lui-même, Leibniz, ne croyait pas vraiment à l'existence de ces infinitésimaux. Donc je pense qu'on est dans un cas assez similaire, et on va explorer cette analogie dans l'épisode suivant, puisqu'on va parler justement de l'histoire de ces infinitésimaux. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode. La prochaine fois on va parler des infinitésimaux, donc il y a pas mal d'autres choses assez folles à savoir sur Ramanujan, et je vous invite à voir les vidéos de Singing Banana, notamment celle sur la sommation de Ramanujan, la troisième bonne raison que j'avais donnée dans la vidéo précédente pour laquelle la somme des entiers est égale à -1/12. Je vous conseille aussi une vidéo de Mathologger sur les fractions continues qui est vraiment un truc vraiment passionnant, et je trouve ça presque dommage qu'on ne m'ait jamais enseigné ces fractions continues à l'école, notamment au final la bonne façon de représenter pi, si on devait communiquer la valeur de pi à des aliens. Déjà il faudrait communiquer tau et pas pi, mais même si on voulait communiquer pi, les décimales de pi n'auraient aucun sens, et il faudrait peut-être mieux essayer de leur envoyer les entiers de la décomposition en fractions continues simples du nombre pi. Et ça, pour en savoir plus, il y a cette vidéo de Mathologger, mais je vous conseille aussi le billet de blog de Sciences Étonnantes sur les fractions continues qui est excellent. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour le don, et j'espère que je vous verrai la prochaine fois.
Even Ramanujan thought it was crazy. He wrote letters to G.H. Hardy sending him this result, but saying, please don't send me to the lunatic asylum. What we're approximating here is pi. So this is the continued fraction expansion of pi, a simple one. To see how good these approximations are, let's just turn them into decimals. There we go. And here I've highlighted to what digit they actually correspond to the decimal expansion of pi. And you can see this one here, ridiculously good.